Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le rituel des Musgraves. « Il faut que vous sachiez, dit-il, que bien que célibataire, je dois entretenir à Hurlstone tout un personnel domestique, car les bâtiments sont vieux et mal distribués, et il faut s'en occuper pas mal. J'ai aussi des chasses gardées, et pendant la belle saison, j'ai d'ordinaire beaucoup d'invités, de sorte que cela n'irait plus si on manquait de personnel. Il y a donc en tout 8 bonnes, le cuisinier, le sommelier, 2 valets de pied et un garçon. Le jardin et les écuries ont naturellement leur personnel à eux. De ces domestiques, celui qui a été le plus longtemps à notre service était le sommelier Brunton. Quand il a été d'abord engagé par mon père, c'était un maître d'école sans situation, mais homme de caractère et plein d'énergie, il devint vite inappréciable dans la maison. C'était aussi un bel homme, bien planté, au front magnifique, et bien qu'il ait été avec nous pendant 20 ans, il ne peut aujourd'hui en avoir plus de 40. Avec ses avantages personnels, ses dons extraordinaires, car il sait plusieurs langues et joue presque de tous les instruments de musique, c'est étonnant qu'il se soit si longtemps contenté d'une situation pareille. Mais je suppose qu'il se trouvait confortablement installé et qu'il n'avait pas l'énergie de changer. Le sommelier de Hurlstone est un souvenir qu'emportent tous ceux qui nous rendent visite. Mais ce parangon a un défaut. C'est un peu un Don Juan, et vous pouvez imaginer que pour un homme comme lui, le rôle n'est pas très difficile à jouer dans ce coin tranquille de campagne. Quand il était marié, tout allait bien, mais depuis qu'il est veuf, les ennuis qu'il nous a faits n'ont pas cessé. Il y a quelques mois, nous espérions qu'il allait de nouveau se fixer, car il se fiança à Rachel Howells, notre seconde femme de chambre. Mais il l'a jetée par-dessus bord depuis et s'est mis à courtiser Jane Trigelis, la fille du premier garde-chasse. Rachel, qui est une très bonne fille, mais celte et par conséquent d'un caractère emporté, a eu un sérieux commencement de fièvre cérébrale et circule maintenant, ou plutôt circulait hier encore, dans la maison comme l'ombre aux yeux noirs de ce qu'elle était naguère. Ce fut là notre premier drame à Hurlstone. Mais il s'en est produit un autre qui l'a chassé de nos pensées et qui fut précédé de la disgrâce et du congédiement du sommelier Brunton. Voici comment cela s'est passé. Je vous ai dit que l'homme était intelligent, et c'est cette intelligence même qui a causé sa perte, car elle semble l'avoir conduit à se montrer d'une insatiable curiosité à l'égard des choses qui ne le concernaient nullement. Je n'imaginais pas où cela le mènerait, jusqu'au moment où un accident très simple m'a ouvert les yeux. Je vous ai dit que la maison est assez mal distribuée. Une nuit de la semaine dernière, celle de jeudi pour être plus précis, je constatai que je ne pouvais dormir, pour avoir après dîner sottement pris une tasse de café noir très fort. Jusqu'à 2 heures du matin, j'ai lutté contre cette insomnie, puis j'ai compris que c'était tout à fait inutile. Je me suis donc levé, et j'ai allumé la bougie dans l'intention de continuer la lecture d'un roman. Comme j'avais laissé le livre dans la salle de billard, j'ai passé ma robe de chambre, et je suis allé le chercher. Pour parvenir à la salle de billard, je devais descendre un escalier, puis traverser l'amorce du couloir qui menait à la bibliothèque et à la salle d'armes. Imaginez ma surprise, quand, en regardant le couloir devant moi, j'aperçus une lueur qui provenait de la porte ouverte de la bibliothèque. J'avais moi-même éteint la lampe et fermé la porte avant d'aller me coucher. Naturellement, je pensais tout d'abord à des cambrioleurs. Les murs des couloirs à Hurlstone sont abondamment ornés de trophées et d'armes anciennes. Saisissant une hache d'armes et laissant là ma bougie, je me suis avancé doucement sur la pointe des pieds et par la porte ouverte, j'ai regardé à l'intérieur de la bibliothèque. Brunton, le sommelier, était là, assis dans un fauteuil, avec sur son genou un petit morceau de papier qui ressemblait à une carte, le front appuyé dans sa main. Il réfléchissait profondément.
Je demeurai muet d'étonnement à l'observer d'où j'étais dans l'ombre. Une petite bougie, au bord de la table, répandait une faible lumière, mais elle suffisait pour me montrer qu'il était complètement habillé. Soudain, pendant que je regardais, il se leva de son siège et se dirigeant vers un bureau sur le côté, il l'ouvrit et en tira un des tiroirs. Il y prit un papier et, revenant s'asseoir, le posa à plat près de la bougie, au bord de la table, et se mit à l'étudier avec une minutieuse attention. Mon indignation à la vue de ce tranquille examen de nos papiers de famille m'emporta si fort que je fis un pas en avant. Brunton, en levant les yeux, me vit dans l'encadrement de la porte. D'un bond, il fut debout, son visage devint livide de crainte, et il fourra à l'intérieur de son vêtement le papier, qui ressemblait à une carte qu'il était en train d'étudier. « Quoi, dis-je, c'est ainsi que vous nous remerciez de la confiance que nous avons mise en vous. Vous quitterez mon service demain. » Il s'inclina, de l'air d'un homme qui est complètement écrasé, et s'esquiva sans dire un mot. La bougie était toujours sur la table, et à sa lumière je jetai un coup d'œil pour voir quel était le papier qu'il avait pris dans le bureau. À ma grande surprise, je vis que ce n'était pas une chose importante, mais simplement une copie des questions et des réponses de cette vieille règle singulière qu'on appelle le rituel des musgraves. C'est une sorte de cérémonie particulière à notre famille que, depuis des siècles, tous les musgraves, en atteignant leur majorité, ont accompli. Quelque chose qui n'a qu'un intérêt personnel et qui, s'il présente, comme nos blasons et nos écus, une vague importance aux yeux de l'archéologue, n'a en soi aucune utilité pratique, quelle qu'elle soit. « Nous reviendrons à ce papier tout à l'heure, dis-je. Si vous pensez que c'est vraiment nécessaire, répondit-il en hésitant un peu. Pour continuer mon exposé, cependant, j'ai refermé le bureau en me servant pour cela de la clé que Brunton avait laissée, et j'avais fait demi-tour pour m'en aller quand je fus surpris de voir que le sommelier était revenu et se tenait devant moi. « Monsieur Musgrave, monsieur, s'écria-t-il d'une voix que l'émotion étranglait. Je ne puis supporter ma disgrâce, monsieur. Toute ma vie, ma fierté m'a placé au-dessus de ma situation et la disgrâce me tuerait. Vous aurez mon sang sur la conscience, monsieur, sur votre conscience, c'est un fait, si vous m'acculez au désespoir. Si vous ne pouvez me garder après ce qui s'est passé pour l'amour de Dieu, alors laissez-moi vous donner congé et m'en aller dans un mois de mon propre gré. Cela je pourrais le supporter, monsieur Musgrave, mais non d'être chassé au vu de tous les gens que je connais si bien. »« Vous ne méritez pas tant d'égards, Brunton, répondis-je. Votre conduite a été trop infâme. Cependant, comme il y a longtemps que vous êtes dans la famille, je ne désire pas vous infliger un affront public. Disparaissez dans une semaine et donnez de votre départ la raison que vous voudrez. » « Rien qu'une semaine, monsieur » s'écria-t-il d'une voix désespérée. « Une quinzaine, dites, au moins une quinzaine. »« Une semaine, et vous pouvez estimer que je vous ai traité avec indulgence. » Il s'en alla sans bruit, la tête tombant sur la poitrine, comme un homme accablé, tandis que j'éteignis la lumière et regagnai ma chambre. Pendant les 2 jours qui suivirent cet incident, Brunton se montra fort zélé à remplir ses devoirs. Je ne fis aucune allusion à ce qui s'était passé, et j'attendis avec quelque curiosité de voir comment il couvrirait sa disgrâce. Au matin du 3e jour, pourtant, il ne vint pas, comme c'était son habitude, après le petit déjeuner, prendre mes instructions pour la journée. Comme je quittais la salle à manger, je rencontrai par hasard Rachel Wells la bonne. Je vous ai dit qu'elle n'était que tout récemment remise de maladie, et elle avait l'air si lamentablement pâle et blême que je la grondai parce qu'elle travaillait. « Vous devriez être au lit, dis-je, vous reviendrez travailler quand vous serez plus forte. » Elle me regarda avec une expression si étrange que je commençai de la soupçonner d'avoir le cerveau dérangé. « Je suis assez forte, monsieur Musgrave, répondit-elle. Nous verrons ce que dira le docteur. Il faut en tout cas que vous cessiez de travailler à présent, et quand vous descendrez, voulez-vous dire à Brunton que je désire le voir? »« Le sommelier est parti, dit-elle. Parti? Parti où?
Il est parti. Personne ne l'a vu. Il n'est pas dans sa chambre. Oh oui, il est parti. Il est parti. » Elle recula et tomba contre le mur en poussant des cris et en riant. Et je restai là, horrifié par cette crise hystérique. Puis je me précipitai vers la cloche pour appeler à l'aide. Pendant qu'on emmenait dans sa chambre la fille toujours criant et sanglotant, je m'informai de Brunton. Il n'y avait pas de doute, il avait disparu. Il n'avait pas dormi dans son lit, personne ne l'avait vu depuis qu'il s'était rendu dans sa chambre la veille, et pourtant il était difficile de voir comment il avait pu quitter la maison, puisqu'on avait au matin trouvé les portes et les fenêtres fermées à clé. Ses habits, sa montre et même son argent étaient chez lui, mais le complet noir qu'il portait d'ordinaire n'était pas là. Ses pantoufles aussi avaient disparu, mais il avait laissé ses souliers. Où donc Brunton avait-il pu aller pendant la nuit, et qu'était-il devenu à présent? Naturellement, nous avons fouillé la maison de la cave au grenier, mais il n'y avait aucune trace de l'homme. La maison est, je vous l'ai dit, un labyrinthe, surtout l'aile primitive qui, pratiquement, est maintenant inhabitée. Mais nous avons tout retourné dans chaque chambre, chaque mansarde, sans découvrir la moindre trace du disparu. Il me semblait incroyable qu'il ait pu s'en aller en laissant là tout ce qui lui appartenait, et pourtant, où pouvait-il être? J'ai fait venir la police locale, mais sans succès. Il avait plu la nuit précédente, et nous avons examiné la pelouse et les allées tout autour de la maison, mais en vain. Les choses en étaient là, quand un nouvel incident détourna complètement notre attention de ce premier mystère. Pendant 2 jours, Rachel Wells avait été si malade, en proie tantôt au délire, tantôt à l'hystérie, qu'une infirmière s'occupait d'elle et la veillait. La 3e nuit, qui suivit la disparition de Brunton, l'infirmière, jugeant sa malade placidement endormie, se laissa aller à sommeiller dans son fauteuil. Quand elle se réveilla, aux premières heures du matin, elle trouva le lit vide, la fenêtre ouverte et plus trace de la malade. Tout de suite on m'éveilla, et avec les 2 valets de pied, je partis sans retard à la recherche de la disparue. Il n'était pas difficile de dire quelle direction elle avait prise, car en partant de dessous sa fenêtre, nous pouvions aisément suivre la trace de ses pas à travers la pelouse jusqu'au bord de l'étang où elle disparaissait, tout près du chemin de gravier qui mène hors de la propriété. L'étang à cet endroit a 8 pieds de profondeur, et vous pouvez imaginer ce que nous avons éprouvé quand nous avons vu que la piste de la pauvre démente s'arrêtait au bord même. Tout de suite, naturellement, les barges furent là, et on se mit au travail pour chercher le corps de la fille, mais nous n'avons pu en trouver trace. Par contre, nous avons ramené à la surface une chose des plus inattendues. C'était un sac de toile qui contenait, avec une masse de vieux métal rouillé et décoloré, plusieurs galets ou morceaux de verre de couleur sombre. Cette étrange trouvaille fut tout ce que nous avons pu extraire de l'étang, et bien que nous ayons fait hier toutes les recherches et enquêtes possibles, nous ne savons rien ni du sort de Rachel Wells, ni de celui de Richard Brunton. La police du comté y perd son latin, et je suis venu vers vous parce que je vous considère comme mon ultime ressource.